recevoir un grand nom pour les gens qui sont en doctorat du management. Un grand nom du management. Et là, en fait, je vais rappeler à notre ami son statut. Parce que, cher professeur, il me fait toujours de vous rappeler votre statut. Le MEDAH en management de niveau international. C'est un plaisir, un honneur de recevoir. En fait, je profite de l'occasion de ce titre. On lui a toujours, ça fait une dizaine d'années. Il y avait parmi nous un MEDAH. On avait surnommé le MEDAH de niveau national, de niveau local. C'était feu professeur Ben Moussa, qui nous a quittés il y a trop. Et donc, c'est un peu tout courant. Quand ils se rencontraient, c'était à les écouter toutes les deux. C'était un plaisir. Donc, Wahed Ben Moussa, un MEDAH dans son domaine, et je dis c'est un véritable MEDAH dans son domaine, beaucoup d'accumulation, connaissance dans son domaine. Et puis, il est resté, même s'il était parti, il était revenu. Et puis, nous avons à côté quelqu'un qui est le porte-drapeau, je dirais, si je le permets, ce n'est pas du patriotisme, le porte-drapeau, allez, algérien, il l'a porté très haut. Et je le dis de manière, il a porté le drapeau, pour vous dire qu'en fait, je m'adresse aux jeunes qui préparent leur doctorat, que c'est possible. Yes, we can. On dirait nous pouvons, puisque Omar l'a fait, eh ben, mademoiselle ou madame Bonatero pourra le faire. Voilà. Donc, sans plus tarder, encore une fois, merci chez vous. Merci voilà. Merci malgré le temps de consacrer un temps pour vos confrères et puis surtout les étudiants. Et puis, il y a également des éléments d'élite qui sont là. Des gens qui se constituent, qui vous ont produit, qui vous ont apprécié et qui sont dans la salle et qui vont savourer, je suis persuadé, savourer vos propos. Encore une fois, Omar, qu'ils connaissent déjà. sans plus tarder, l'organisateur il est là. Enfin, l'organisateur, on est plusieurs organisateurs. C'est Slimani. Pour qu'il y ait un grand talent, il faut être plusieurs. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ici un certain nombre d'associations professionnelles qui sont intéressées par le métier de consultant. Vous êtes ici aussi en tant qu'entreprise qui commencez à vous intéresser aux consultants algériens. Et vous êtes aussi des consultants qui avaient répondu à notre invitation. Donc, en votre nom à tous, puisque c'est votre venue d'accord, de remercier notre cher professeur, de nous avoir fait l'honneur et répondre donc à l'invitation de notre association. Une association qui commence à se développer, à se faire connaître. Je me rappelle qu'on s'est fait connaître par le salon, le premier salon national algérien du consulting, qu'on a déroulé en 2015, et qu'on va bientôt dérouler la deuxième édition. Ça ne dépend pas toujours de notre bonne volonté, vous le savez. Le salon, ça demande beaucoup d'argent. Je vais très rapidement dire mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, Slimani Abdelrahman. Je suis président donc, de cette association. Et à ce titre-là, je vais vous dire la perception, comment
consultants algériens. C'est pour ça que je dis aujourd'hui il y a des entreprises qui sont venues pour découvrir le consultant et notre association est là pour le promouvoir ce métier. Nous sommes sur une démarche de certification. Pourquoi? Parce que le métier de consultant, en Algérie, il n'y a pas de formation comme on forme l'ingénieur, le technicien ou le plombier. Et donc, l'idée nous est venue de dire, tiens, on peut peut-être avoir une certification et faire de cette association une association crédible, parce que les recrutements qu'on fait, c'est sur carte de visite. Aujourd'hui, le consultant, c'est quelqu'un qui a une carte de visite. Ses preuves, il les fait sur le terrain. Donc c'est après fait, c'est le client qui fait sa réputation. Donc l'association démarre, on a encore du mal à nous organiser, on a très peu d'adhérents et les autorités ne sont pas concernées. Bon, on va y aller et on prend pour les consultants qui sont là de pouvoir profiter au maximum de thème que va développer le professeur Acto et qui est un thème pour lequel nous avons beaucoup insisté, parce que l'association lui a dit voilà la situation du consultant algérien et il a très bien visé. Vraiment, je le félicite, s'il me le permet, d'avoir choisi cette thématique parce qu'il s'agit bien de cela. Il s'agit de l'interpersonnalité, il s'agit aussi de l'interculturalité, excusez-moi. Et donc c'est vrai que si vous regardez les résultats des gros cabinets conseils qui sont venus en Algérie, qui ont fait du travail, qui au départ paraissaient pertinents et importants, qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce que a pu faire un cabinet comme les cabinets internationaux pour que l'entreprise se développe. Parce que le consultant est au centre, c'est mon point de vue, est au centre de l'économie, c'est le cœur. C'est-à-dire quand le consultant rentre dans une entreprise et permet à cette entreprise, en l'accompagnant, de développer, ça veut dire de créer des emplois, créer des richesses, exporter, c'est en l'honneur du consultant. On a tenté, vous le savez, le gouvernement a tenté de faire une mise à niveau des PME, et tout le monde sait que c'est un échec parce que jamais le consultant n'a été consulté pour mettre en place le système. Jamais. Et donc, c'est pour ça, je crois, que l'échec est total. Donc, je profite donc de la tribune pour parler de l'association des nouveaux que je ne connais pas. Et maintenant, je laisse la parole au professeur Actouf. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'on entend mieux comme ça ou... Avec ça, c'est mieux? Non? Même chose? Celui-là, c'est mieux? Celui-là ou celui-là? Les deux marchent bien. Les deux marchent bien. Les autres. L'autre. Celui-là, c'est mieux. Oui. Bon, eh bien, salam alaikum. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur des Moudahin de la Sherpa et d'une partie de la Kabylie. Merci beaucoup pour les gentils mots et puis j'aimerais aussi exprimer toute ma compassion pour Tzbah et un ami très cher à son âme. Bon, donc merci à vous d'être là malgré l'été, les vacances, la chaleur. Merci beaucoup. Personnalités qui sont ici, Sarah, Ninis, Damour, et j'en oublie, excusez-moi. Mais merci beaucoup, vraiment ça me touche énormément. Alors, comme on est déjà en retard, je ne vais pas trop faire de préambule, mais bon, quand on m'a demandé de faire
française dans un MBA option consulting de l'Université de Toulouse. Ça fait des années que j'anime avec eux, ça dépend, entre 1 et 3 journées, sur les questions de relations interpersonnelles, interculturelles des consultants. Ce que ça touche essentiellement, donc je vais juste effleurer ça ici avec vous, parce que je sais qu'il y a des gens de consulting, il y a des diplômes de doctorants, je fais ça un peu plus général et plus condensé. Mais dans les séminaires que je fais pour ces MBA, spécialisation, évidemment, en Montréal, en Amérique aussi, en Amérique latine, tout ça, mais ça c'est spécialement pour une école française. Et les aspects interpersonnels, c'est essentiellement comment le consultant et le consulté jouent un jeu qui peut être foncé et comment la relation peut devenir vite une relation d'adversité si on ne tient pas compte d'un certain nombre de phénomènes psychologiques, psychanalytiques, inconscients qui jouent dans cette relation. Alors l'un des fondements, c'est que le consulté est un patron en général, un gestionnaire, un leader, je ne sais pas quoi, etc. Et quand il appelle un consultant, il s'infantilise. Donc il se comporte en enfant vis-à-vis du papa consultant qui va lui apprendre des choses. Mais cette infantilisation, cette infériorisation provoque une forme d'agressivité inconsciente qui fait que le consulté, à un moment donné, refuse d'une façon ou d'une autre ce que le consultant lui donne. Alors si le consultant n'est pas conscient de ça, du transfert, du contre-transfert, etc., ça peut jouer, et comment moduler l'ambivalence du consulté, qui considère le consultant en même temps comme un maître, mais en même temps comme un employé, puis c'est lui qui le paye. Donc il y a une ambivalence, il y a qui est le maître, qui est l'élève, qui est le... Donc ça c'est très bien. Je ne vais pas développer aujourd'hui, je vais juste l'effleurer. C'est l'un des aspects que j'ai développé dans ce cours. Et l'autre interculturel, c'était leur montrer d'abord un aspect interculturel dans le sens de quand le consultant est d'une autre culture que le consulté. Qu'est-ce que c'est très souvent le cas. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça implique. Et puis aussi comment les différentes cultures, de mon expérience, parce que j'ai l'expérience de consultant, on l'a dit, on a mis ici à la tête de taille internationale un peu partout dans le monde. Donc l'autre aspect de l'interculturel, c'est comment le travail du consultant est reçu en Europe. En Europe anglo-saxonne, en Europe germanique, en Europe latine, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, le consultant en Afrique, pays développés, pays non développés, etc. Donc, si on est de Malaisie, du Japon, de l'Indonésie ou du Brésil, le travail du consultant et la personne du consultant n'est pas perçue, reçue, traitée de la même façon. Donc, par exemple, ce que j'ai vécu dans mon expérience, c'est que, pas seulement dans les pays du Maghreb, par exemple, je ne donne pas le nom, d'Afrique, Europe, France en particulier, le consulté a tendance à déjà diagnostiquer, préparer, ficeler, arranger, élaborer le problème avant que le consultant n'arrive. Le consultant arrive, le consulté lui dit, monsieur, voilà mon problème. Mais si tu sais que j'ai pas de problème, tu vas de moi. Si je suis là, c'est parce que il y a quelque part. Donc il faut faire très attention à ça. Hein. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand des dirigeants sont des diplômés de l'école de gestion, MBA, généralement,
ils ont tendance aussi à vouloir imposer leur vision du problème aux consultants. Alors, quand ça arrive, ça, jamais un consulté, puisqu'il est lui-même partie du problème, ne peut s'extraire du problème et le regarder du dehors et l'élaborer, le diagnostiquer, le problématiser. Il ne peut pas, et il est temps. C'est comme quelqu'un qui va consulter un psychanalyste et qui lui dit voilà, j'ai telle et telle névrose, faites-moi telle méthode de thérapie, telle machin. Ça n'existe pas. Mais des gens titulaires de MBA, comme ça, ils ont tendance à le faire. À vous dire aux consultants, ben voilà le problème, voilà. Alors il faut apprendre à jouer quand on est consultant pour ne pas l'inférioriser, ne pas invalider sa façon de voir son problème, et en même temps lui faire comprendre qu'il faut qu'il reste à sa place et qu'il attende qu'on élabore le problème et qu'on aille chercher tous les éléments. L'autre problème aussi de culturel et interculturel, c'est comment les employés reçoivent le consultant. Ça aussi, c'est vrai. Sans les employés, vous ne faites rien. Problématique de l'entreprise, si vous vous contentez d'écouter le discours du président, vice-président, directeur général, ça s'arrête aux rationalisations de ces personnes telles qu'elles rationalisent ce qui se passe dans l'entreprise. Et évidemment, elles vont le rationaliser de façon positive pour eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle en anthropologie le modèle indigène. C'est-à-dire l'indigène, pour nous l'observer, nous le consulter, c'est notre indigène, donc a tendance à présenter à l'anthropologue, à l'observateur, une situation dans laquelle il se met en scène favorablement. Donc il faut faire très attention à ça. Comment on fait pour éviter ce modèle indigène si on écoute que le discours de ceux qui vous ont invité à... Moi je ne fais jamais de consultation sans faire des semaines avec les ouvriers. Les ouvriers, le syndicat, les employés de base, les chantiers, le terrain, etc. Et après je remonte vers la direction, je redescends, et je remonte, et comme ça, mais encore faut-il que les indigènes vous acceptent. Vous savez, vous allez faire une consultation dans une entreprise XY, vous allez voir les employés, voilà, salam alaikum, je suis consultant, expert, je voudrais savoir, Ninja Inter, qu'est-ce que tu cherches? C'est le patron qui t'envoie, c'est le patron qui te paye, moi tu veux que je te dise des choses, hein? Ce patron, il traite comme spam, hein? Tu veux que je te dise des choses? Je vais t'en dire. Mais je vais vous dire que des choses complètement de travers, parce que il faut découvrir, il faut savoir découvrir, et ça demande pratiquement une formation en anthropologie, en ethnologie, en tout moins, et plus accessoirement en psychopathologie, en psycholinguistique et en psychanalyse. Bon, alors il y a un livre que je vous conseille à tous, et toutes, qui vous destiné à ce métier. C'est un livre écrit par un psychiatre, psychanalyste, anthropologue, qui s'appelle Georges Devereux, D-E-V-E-R-E-U-X, et ce livre, ça s'appelle De l'angoisse à la méthode. Un de ses livres principaux. Il y en a d'autres, tout aussi importants, mais c'est le principal que je vous conseillerais, vous apprendrez beaucoup sur ces aspects dont je vais vous traiter. Bon, donc avec vous, je ne vais pas traiter de ça. Je vous dis que ça, je le fais avec on va traiter, bon, en général, les aspects managériaux, interpersonnels, interculturels, qu'est-ce qui se passe. Alors, de quoi on va parler? Métier ancien, hein, origine et évolution, consultant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le métier, le travail de consultant. Je ne vais pas vous faire le cahier des charges du consultant, hein. Je ne vais pas vous faire ce que vous trouvez avec deux clics sur Google. Enquête, pré-enquête, diagnostic, blabla, pré-diagnostic, rapport d'étape, machin, on fait ça quand même. Bon, on va essayer de faire autre chose. Bon, ça, longtemps, ça vous pouvez le trouver sur la portée site. On va voir que ce que veut dire être consultant, c'est surtout être un œil extérieur, et si possible neutre. Et comment garder la neutralité quand on est payé par une partie prenante de l'entreprise? Les employés savent très bien par qui vous êtes payé.
Et vous aussi, vous savez très bien qui vous paye. Donc la tendance est de faire des rapports d'étape, des rapports finaux qui ménagent les moutons payeurs, disons. Hein? D'accord? Alors franchement, hein? Si on ne parle pas des choses, franchement, on n'avance pas. Alors vous pensez bien qu'avec ma façon de parler et de faire les choses, je ne fais pas des consultations à la queue leu, hein. Je les choisis très soigneusement. Et quand je vois que la personne veut que je fasse un rapport qui aille dans le sens du poil, je dis, allez chercher quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas ça que je fais. Je ne joue pas ce jeu-là. Bon, c'est une question d'éthique, consultant. Là aussi, c'est un autre aspect. Je ne traite pas aujourd'hui, je le traiterai sans le coup. Inch'Allah, si je peux venir, Slimani m'a dit, que il a organisé un symposium ou quelque chose comme ça des consultants en octobre, c'est ça? Novembre. Novembre. Eh bien, il se trouve qu'en octobre, je suis pris au Mexique et en novembre, je suis pris en Colombie. Alors, on va voir si on peut trouver des dates pour arranger tout le monde. Je le ferai avec plaisir, même si je fais un aller-retour. Hein. Si je dois venir la veille et faire une journée, repartir le lendemain. Donc, dans un symposium spécialement pour consultants, là, j'irai plus en profondeur dans ces problématiques là, que je viens d'évoquer, et particulièrement l'éthique du consultant. Le problème de la tribu préférée des a priori, ça on va voir ce que ça veut dire, parce que c'est un des aspects importants dans les relations interpersonnelles et culturelles. Les transferts et contre-transferts, on va regarder rapidement qu'est-ce que ça implique. La question du modèle indigène, qui est un des grands pièges, je viens d'en parler, mais on va la développer un petit peu. La question de rôle, qu'on vous attribue, qu'on attend, qu'on suspecte, etc. C'est assez compliqué. Le culturel, l'interculturel, au niveau anthropologique, ethnologique, apprendre à différencier ces deux niveaux. Et enfin, l'évolution et la conception du rôle du consultant, contexte actuel de crise et capitalisme sauvage. Bon, alors, l'histoire et l'évolution. Le métier de consultant est un métier très ancien. Conseille tous les hommes, tous les gens du pouvoir, qu'ils soient pouvoir spirituel, pouvoir temporel, pouvoir politique, pouvoir militaire, pouvoir tout ce que vous voulez. Toutes les personnes du pouvoir, depuis la limite du temps, ont toujours eu besoin de personnes à côté en qui on a confiance pour valider ce qu'elles pensent, ce qu'elles conçoivent, ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles font. Et c'est au fond l'ancêtre du consultant. Alors, Aristote avec Alexandre le Grand. Aristote, c'était le consultant d'Alexandre le Grand. Il a voyagé avec lui jusqu'à Nobus. Et bon, Alexandre le Grand ne peut pas se passer des commentaires et des analyses et des conseils d'Aristote. Et ça, c'est 4 siècles avant Jésus-Christ. On peut venir plus rapidement dans les siècles, Mazarin, Richelieu, les directeurs de conscience dans la chrétienté, dans le catholicisme. Tous les seigneurs, tous les rois avaient un directeur de conscience. Et ce directeur de conscience n'était pas que spirituel. Mazarin, Richelieu étaient des cardinaux, tout ça, mais c'est des directeurs de conscience du roi, donc c'était le petit Louis XIII et Louis XIV. Mais bon, c'était aussi des consultants sur les questions politiques, sur les questions économiques, sur les questions. C'est pas juste des directeurs de conscience sur le plan seulement spirituel. Les mini dominici, alors ça, il y a un livre que je vous conseille, mon Dieu, j'espère que le titre va me revenir, c'est le marché, quelque chose comme ça, le marché et les comptes, la comptabilité dans la Séville du XIIe siècle. À Séville. Et là, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. J'ai oublié le nom de l'auteur, excusez-moi. Je me suis rendu à voir la bibliographie qui va avec ça, mais elle n'est pas dans ce PowerPoint-là, elle est dans l'autre, plus général. Là. Donc, dans ce livre, on apprend beaucoup de choses. Et c'était des Arabes, les vice-rois, les vice, je ne sais pas quoi, les sultans, les vice-sultans, de Séville, du Bordeaux, de Grenade, tout ça, envoyaient ce qu'on appelle en latin des mini-dominicis, c'est-à-dire les chargés de pouvoir, des
codifié dans les souks, on l'appelle muhtasib. Et ce muhtasib est né au XIIe siècle, dans Séville espagnole, et c'est les Arabes. C'est l'ancêtre de l'auditeur. Le mini dominici, c'est l'auditeur, mais très grossièrement du Moyen-Âge, du bas au Moyen-Âge. Mini dominici, ça veut dire simplement chargé de qui représente. Donc ils allaient dans les marchés voir et rendre compte au roi, ou au prince, ou au seigneur, si les commerçants se comportaient correctement, si les artisans ne trichaient pas trop, etc. Et puis aussi surveiller que les impôts qu'ils vont recevoir pour leur seigneur, le roi ou le prince, sont bien conformes aux affaires que font les gens dans les marchés. Oui, d'accord. Mais le muhtasib, qui était l'envoyé du roi, du vice-roi, du roi de Séville, enfin du sultan de Séville dans les marchés, il avait une autre fonction que celle de juste s'assurer que quand les artisans et les commerçants faisaient, disons, honnêtement le commerce, et qu'ils payaient bien le son dû au roi ou au sultan comme qu'ils avaient à payer, mais il devait aussi veiller à la qualité, à l'honnêteté des transactions. Ça, c'est nouveau. Les missi dominici n'avaient pas ça. C'est muhtasib. Alors, muhtasib avait aussi la fonction de veiller à ce que le cordonnier ne vende pas des chaussures qui ne valent rien à n'importe qui, etc. Alors, c'était la qualité totale au XIIe siècle. Voilà. Donc, je veux dire, on n'a pas inventé la roue. Hein. Alors, le consultant de tous les consultants, c'est Machiavel. Le prince. Le conseil de Machiavel, le prince, c'est. Allez, tout consultant qui n'a pas eu Machiavel, il a un vide. Voyez Machiavel, si vous voulez être consultant. Et il ne demande pas faim. Aussi, hein, les corbeaux et les chacals, etc. Bon. Donc, le Morafa, c'est très métaphorique, très allégorique. C'est vrai qu'il a Fontaine, mais Machiavel, c'est plus politique, plus direct. Par la charte de Clausewitz, de la guerre, je parle dans Sun Tzu, ou Clausewitz aussi. Bon, donc là aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, ce métier a débuté dans la science moderne avec l'extension du métier de gestionnaire. Le métier de gestionnaire, ça n'existe pas. Avant Taylor, Fayol, tout ça, ça n'existait pas. Fayol, son livre, le seul livre qu'il a écrit, le fameux traité d'administration générale, il a écrit pour dire comment il y a une personne qui s'appelle le directeur général, etc. Et il a vraiment un travail, un métier à faire, autre chose que juste la comptabilité et des bilans, de faire de l'exercice, de cycle. Et c'est comme ça qu'est né le métier de gestionnaire. Avant Taylor Fayol, ça existait, mais ça ne portait pas de nom, il n'y avait pas de contenu spécifique, élaboré, etc. Mais ce métier, c'était d'abord ce qu'on appelait l'ingénieur en organisation. Et je me rappelle, ici en Algérie, en France, jusqu'aux années 70, 80, pour dire consultant, on disait ingénieur en organisation. Moi, j'étais employé à l'INPEL comme ingénieur en organisation. Ingénieur conseil. C'est pourquoi? Parce que c'est des ingénieurs qui ont développé ça au début. Taylor, ingénieur mécanicien, Fayol, ingénieur des mines. Donc, au début, ça s'appelait ingénieur conseil, et maintenant, c'est ce qu'on appelle consultant. Alors, qu'est-ce qu'on pense le consultant? Est-ce que le consultant, c'est un métier dont on peut faire un décalogue, etc. Je ne sais pas, moi je ne les ai pas. Ce que j'ai vu et ce à quoi j'ai participé même dans mon école à HEC Montréal, ce sont des options de maîtrise, de MBA ou de Master of Science Administration Sciences, de sciences administratives, qui sont des options consulting. Alors ceux qui prennent des options consulting, on leur donne quelques cours de plus, comme ça, un peu de technologie, un peu de méthodologie, un peu d'observation participante, un peu de ceci, cela, pour apprendre un peu
peu à lire un terrain. Le consultant ne doit lire un terrain, il va falloir lire ce qui se passe, il doit avoir une grille de lecture adaptée et évolutive, etc., que les indigènes, on va les appeler comme ça si vous permettez, parce que je ne suis pas parler de consulter, pas celui qui appelle pour la consultation, tout le monde, grille que eux n'ont pas. Donc cette grille, c'est le fait que le consultant a un regard extérieur. Le consultant qui intervient dans une situation de conflit, par exemple, en entreprise, c'est comme un psychologue, thérapeute familial qui intervient dans une querelle de famille. Bon, évidemment, permettez-moi la métaphore, l'analogie, mais ce qui se passe, c'est que le mari et la femme qui sont en dispute permanente et grave, etc. Et moi, j'ai dites-moi parmi vous, combien de personnes parmi vous ont essayé d'intervenir dans des conflits de couple. Pas facile à régler, hein. Chacun a sa vérité. Vous les connaissez tous les deux, des amis d'enfance. La femme et le mari, des amis d'enfance. Et un beau jour, ça éclate, c'est la bombe atomique, c'est je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Alors le mari, vous avez pas la famille que. Elle fait ci, elle fait ça, elle va. Celle que j'ai connue. Après, il va voir il dit la mec, hein? Que tu as connu, hein? Il fait ci, il fait ça, comment vous allez intervenir là-dedans? Chacun construit sa vérité. Et pour chacun, sa vérité est vraie. Alors, une chose que je fais en général, quand je fais ce genre de séminaire pour les consultants, je vais leur soumettre cette double anecdote chinoise. Les Chinois sont très chargés là-dessus. Deux Chinois philosophes qui sont dans un coin et qui observent un ruisseau où il y a des poissons qui frétillent. Et l'un qui dit à l'autre, regarde comme les poissons sont heureux. Et le deuxième lui dit, mais comment tu peux dire que les poissons sont heureux puisque tu n'es pas poisson? Et le premier lui dit, mais comment toi peux-tu dire, si moi je peux dire que les poissons sont heureux ou non, puisque toi tu n'es pas moi? Alors, où est la vérité? Où est la demi-vérité? Où est l'objectivité? Où est, etc. Le consultant joue dans un terrain très mouvant, très marécageux, très subtil. Alors, si on arrive avec des gros sabots, de méthode machin toute faite avec les 7 S de Pattampion, les 12 V de Mérissa ou je ne sais pas quoi, etc., qu'on trouve dans les tonnes de livres de management consulting qui se publient partout, c'est la catastrophe. Ça peut servir, mais ça ne peut servir qu'une fois que vous avez atteint un petit peu de cette lecture du terrain de ces problèmes. La deuxième anecdote chinoise, c'est, alors ça arrive vraiment consultant complètement, c'est l'histoire d'un juge, sage, philosophe, qui enseigne et qui rend justice en même temps. Et ses disciples sont passés au face de lui, il les appelle. Alors là, j'en profite, donc disciple maître, des traditions chinoises multimillénaires, beaucoup plus anciennes que celles des Grecs, des Romains. Je sais qu'il y a des problèmes, ici en tout cas, et ailleurs, il n'y a pas qu'ici, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en France, en Allemagne. J'ai travaillé 10 ans en consulting avec les Allemands, figurez-vous. Alors, ça existe partout. C'est la question de senior, junior. Alors, il y a une espèce de croyance que le bon consultant ne peut être que celui qui a traîné ses quêtes dans les terrains, en 50 ans, etc. Oui, bien sûr. Il a acquis une série de façons. Mais il a besoin du jeune à côté de lui, le junior, qui lui apporte de nouvelles étincelles. Parce que 30, 40, 50 ans de façon de faire du consulting, ça fait qu'à un moment donné, on voit toutes les situations pratiquement de la même façon. Et on ne peut pas voir ce que voit quelqu'un qui a un œil complètement neuf et qui
jamais accumulé de routine, entre guillemets, qu'on accumule avec le temps. Et une fois que vous avez accumulé un certain nombre de routines en 2, 3, 4, 5, 6, 12 entreprises de consultants, ben, vous avez tendance à le produire. Donc, moi je plaide pour, et c'est ce que je fais dans du cours à travers le monde quand je fais ça, tout consultant senior doit être accompagné de consultant junior. Et parce que le métier de consultant s'apprend beaucoup par le terrain. Énormément. À moins d'être consultant technique très précis, je ne sais pas, vous appelez un consultant de téléphonie à tête chercheuse, 5G, je ne sais pas quoi, bon, évidemment, là, c'est la technique, c'est tout, on a la ligne. Mais je parle de consultant en gestion. Bon, voilà. Donc, regard extérieur, alors ce juge, dans la justice, en face de ses disciples, donc les disciples, c'est les consultants juniors. Lui, c'est le consultant senior. Et le plaignant A dit B, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il finit, et le juge lui dit vous avez raison. Monsieur B, ah, c'est lui, il m'a fait. Et quand il termine, le juge lui dit vous avez raison. Les disciples se lèvent, ils disent maître, chacun a dit totalement le contraire de l'autre. Ils ne peuvent pas tous les deux avoir raison. Et le maître leur dit vous avez raison. Que signifie cette métaphore? Ça, c'est une métaphore qui montre que les Chinois, des milliers d'années avant, ont découvert le principe de la position de l'observateur et de la relativité restreinte dans Einstein. Ce que vous dites d'une situation dépend de votre position. C'est tout. Vous êtes dans la position de A, vous avez votre vérité. Position B, vous avez votre vérité. Position disciple, vous avez votre vérité. Position juge, ma vérité. Bon. Alors, pour vous donner une idée, pour celles et ceux qui croiraient que tout ça c'est du, je ne sais pas quoi, l'évanescence, hein, une des expériences imaginaires d'Einstein, les plus célèbres, c'est celle du fameux du train où il y a deux types qui se tirent dessus, il y a un qui meurt, etc. Et puis, détective qui va faire l'enquête. Et il y a deux témoins, un témoin qui est dans le train, qui roule avec le train, il y a un témoin qui est dans la gare, qui est, bon, par hypothèse, au milieu du train, quand les coups se produisent. Et quand le détective monte dans le train, le témoin dans le train lui dit écoutez, moi j'ai entendu deux coups de feu en même temps. Et le survivant dit oui, c'était un duel, légitime défense. Il m'a tiré, j'ai tiré. Donc légitime défense. Mais celui qui est sur le quai, il dit non, moi j'ai entendu un coup, et ensuite un autre. Bon, c'est plus légitime défense, c'est autre chose. Qui dit vrai? Eh bien les deux disent vrai. Parce que celui qui est dans le train, il roule à la même vitesse que le train. L'air dans lequel il est, qui transporte le son des deux coups de feu, il est à la même vitesse que le train. Donc il entend les deux coups en même temps. Et c'est vrai. Celui qui est sur le quai, il entend le coup du fond, l'arrière du train, avec la vitesse du train, plus la vitesse du son. Il entend le coup de devant, avec la vitesse du train, moins la vitesse du son. Donc il entend un coup après l'autre. Et il dit vrai. Il éclaire à Sydney. Hein? Tous les deux disent vrai. Alors, la vérité, c'est une notion extrêmement relative. Donc attention, quelle position vous prenez? Alors, on peut prendre des positions de façon complètement inconsciente. Hein. Ce qu'on appelle la tribu préférée, tout ça que je vais voir tout à l'heure. Mais on peut avoir des préjugés, des préconceptions, etc. Des convictions, tout ça. On est anti-syndicaliste, pro-syndicaliste, on est pro-ouvrier, anti-ouvrier, on est de gauche, on est de droite, on est de ci, tout ça s'ajoute. Et le consultant doit mettre tout ça entre parenthèses. Et doit savoir quand il
capacité de recul, donc comme pour un couple, le couple ne peut pas régler son problème parce que les deux souffrent. Chaque fois qu'ils parlent, ils sont mal, ils se comprennent mal. Donc, l'œil extérieur qui a cette capacité de recul, c'est de pouvoir parler du problème du couple sans souffrir soi-même. Donc, le consultant, c'est comme ça, lui, il ne souffre pas du problème. Donc, il a cette capacité de recul, de regarder le problème avec, disons, plus d'objectivité, plus de etc. Parce que il n'en souffre pas, il n'est pas partie du problème. Neutralité du thérapeute, alors ça j'en ai parlé, donc c'est un peu donc le thérapeute qui doit avoir une position de non-parti pris absolu quand il intervient dans un conflit interpersonnel. Ce qu'apporte le consultant aussi, c'est de l'expertise, évidemment. On attend du consultant quand même un certain nombre de savoir que le consultant n'a pas. Sinon, alors ça implique un devoir de la part du consultant, c'est de s'astreindre honnêtement, régulièrement à une rigoureuse discipline de mise à jour. Ça va vous permettre d'arriver dans un terrain et d'être 4 heures en retard sur dernière problématique, développement, organisation. Non, faites très attention. Alors, ça m'arrive souvent, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout savoir. Alors moi, j'essaie de me maintenir à jour un peu, vous vous rendez compte, en portugais, en espagnol, en anglais, en français. Mais il m'est arrivé récemment une consultation chez Plou, et donc je faisais de la formation de dirigeants, consultants, consultation, formation, la communication, en passant. Et puis quelqu'un qui lève la main, il me dit, mais ce que pensez-vous de cette Z de blablabla? Un nom que je n'ai jamais entendu. Je ne savais pas du tout ce que c'était cette Z. Il y a toujours quelqu'un qui vous fera ça en consultation. Toujours. Question de façon de vous mettre à l'épreuve de vous. Alors, on peut ruser avec ça. Hein. Alors, ma façon de ruser, c'est de dire, ah oui, ce docteur, oui. Oui, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas parler maintenant. Donc, demain, on en parle, mais vous avez raison. C'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Hein. Moi, je ne sais absolument pas de quoi il parle. Et là, je rentre à l'hôtel, je cherche. Blablabla, campion, les 7 machins, et le lendemain, je suis capable d'en parler. Voilà. Mais si vous dites, qui? Vous? Alors, l'expert, c'est cette aura, l'expert, il faut la maintenir. Elle est nécessaire dans la relation consultant-consulté. Ce n'est pas de la triche, ce n'est pas du mensonge. La relation consultant-consulté nécessite que le consulté idéalise le consultant. Si vous perdez cette idéalisation, eh bien, vous allez polluer la relation. Alors, tenez-vous à jour. Si vous n'êtes pas à jour, rusez. Bon, alors, dernière nouveauté dans les règles de l'art, un peu ce que je viens de dire, capacité de formation sans douleur de problème, c'est un peu la qualité du thérapeute, qui peut donc lire des problèmes sans souffrir lui-même, puisqu'on n'est pas parti. Capacité à construire ce qu'on appelle un business case. Alors, business case, je pense que vous savez tout ce que c'est. Donc, lire la situation, faire le diagnostic, etc. Et ensuite, ce que l'expert possède, ou le consultant, par rapport au consulté, qui ne possède pas, enfin, en tout cas, s'il a une formation gestionnaire classique, avocat ou financier, ou je ne sais pas quoi, c'est de pouvoir transformer la lecture du terrain en un cas. Voilà les acteurs, voilà un peu la grille de Michel Crozier, hein, dans Acteurs et Système. Quels sont les différents acteurs, quels sont les enjeux majeurs, quels sont les enjeux secondaires, quels sont les acteurs principaux, les acteurs secondaires, les acteurs névralgiques, etc. Et donc, voilà, pour construire
importante aussi, c'est la capacité de ce que j'appelle l'empathie multiple. C'est-à-dire que les consulter à différents niveaux, je vais vous dire, parce que vous êtes consultant, tout le monde peut vouloir quelque chose de nouveau. Dès qu'on sait que vous êtes là, qu'il y a un consultant dans la place, dans l'entreprise, il y a ceux qui vous ont appelé, il y a des dirigeants, il y a des dirigés, il y a des gérés, il y a des syndicats, et chacun veut prendre un peu de votre temps, un peu de votre matin. Alors, bon, il faut savoir gérer ça aussi. Le consultant, il a ses difficultés à gérer parce qu'il faut rester en permanence dans une attitude qui donne une image de quelqu'un qui est disponible et qui est empathique, qui écoute. Hein? Alors, surtout 2 minutes, 3 minutes, reformuler ce que vous dites. Vous reformulez les paroles du problème que vous pose celui qui vient vous interrompre. C'est déjà quelque chose qui le rassure. Parce qu'il entend les mots qu'il a prononcés, ou qu'il pense, etc. Et puis là, oui, bon, écoutez, demain, après-demain, je ne sais pas, tout ça, oui, c'est important. Toujours. Pas valoriser, pas flatter, pas. Mais comme on appelle ça en psycholinguistique, en psychopathologie linguistique, ne pas faire d'invalidation. Ne pas invalider ce que dit l'autre. Vous êtes là, par exemple, vous avez écoutez, vous savez, moi, de mon point de vue, je suis directeur d'exploitation. Vraiment, le grand problème, c'est que l'emballage, vous lui dites, mais non, pas du tout, le problème, il n'est pas là. Aïe, 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 vous venez de faire un assassinat, et vous venez de perdre un collaborateur. Fini. Alors, attention, même s'il est accolé à la plaque, et puis c'est un aspect. Hein? Ah, c'est un aspect du problème. Bon, même s'il est complètement. Bon. Donc, empathie multiple, faire se comparer, se consoler. Bon, se comparer, se consoler, c'est-à-dire, moi je suis pas longtemps à dire aux gens, écoutez, nous les Brésiliens, il y a un paquet Brésilien, j'ai vu ça en Amérique, j'ai vu ça au Canada, j'ai vu ça, vous n'êtes pas unique. Tout le monde vit ces problèmes-là. Le consultant a un peu une fonction de consommateur. Dire, écoutez, vous n'êtes pas l'exception, vous n'êtes pas. Les conflits, les problèmes, ça fait partie de la vie, il y en a partout. Bon, je ne croyez pas que vous êtes unique ou victime expiatoire particulière. Comparaison avec les cas de jurisprudence pour éviter de raconter la roue. Donc ça aussi, c'est ce que le consultant peut apporter, que le consultant ne possède pas. Le consultant peut avoir, dans différentes situations qu'il vit dans le temps, à rencontrer des problématiques qui se ressemblent. À 20%, 10%, 30%, 40%, 50%, 100%, c'est rare. Ça peut arriver. Et donc, c'est ce que j'appelle les jurisprudences. Le consultant apporte avec lui ces jurisprudences, ces cas anciens qui ont été traités et qui ressemblent aux cas dont il s'occupe. Et donc, cette jurisprudence est aussi une des armes, un des outils que le consultant apporte et qui évite de réinventer la roue et de perdre du temps. Capacité de modifier le regard des parties prenantes. Ça aussi, c'est un des apports du consultant. Chacun le considère comme étant un allié potentiel. Alors, il faut bien comprendre ça. Les consulter, ça, les relations interpersonnelles, les consulter, que ce soit les dirigeants, les syndicats, les ouvriers, les voisins, etc. Nous, c'est le consultant d'experts, l'équipe d'experts. Chacun attend de vous que vous soyez son allié parce que chacun a ses problèmes. Bon. Donc, la capacité de modifier le regard des parties prenantes, c'est la capacité de faire comprendre à chacune des parties prenantes qui vient vous dire le problème c'est lui, et l'autre dit le problème c'est lui, 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 de modifier leur regard. Et moi ce que je fais par exemple, c'est très simple. Il y a un directeur d'exploitation qui parle de production, qui dit le problème c'est le directeur financier. Il ne comprend rien. Ouais,
budget, voilà, bon. Alors moi c'est très simple, j'ai réuni tous les deux, directeur financier et directeur de production, et je dis à partir de maintenant, vous, directeur de production, vous êtes dans la peau du directeur financier, et vous êtes dans la peau du directeur de production. Et je vous propose de régler tel problème. Allez-y, discutez. C'est de les obliger à se mettre les uns à la part des autres. Et donc de regarder la problématique du point de vue de l'autre. Alors ils s'aperçoivent très vite évidemment que le producteur ne peut pas parler le langage du financier, le financier ne peut pas parler de rien, et puis je leur dis très vite, bon ben voilà, alors de quoi vous parlez quand vous me dire que c'est lui le problème? Alors là, on reprend à zéro, et on va apprendre à se parler, à se comprendre, que chacun comprenne le langage de l'autre. Passer de mener vers une saine autocritique, ça c'est plus difficile. Obtenir des consultés, surtout les dirigeants, qu'ils admettent qu'ils font des erreurs, je n'ai jamais vu de situation facile pour ça. Mais bon, ça fait partie de ce que doit faire le consultant. Bon, ça il y a des techniques pour amener le consulté à admettre qu'il n'est pas Dieu le Père, qu'il n'a pas la vérité infuse, qu'il n'a pas la science absolue, qu'il n'a pas la connaissance totale et complète de tout, bon, il faut qu'il se remette en question aussi. Il y a des techniques pour ça, il y a des façons de faire, il faut y arriver. Alors vous voyez, le métier de consultant, c'est l'aspect technique pur du métier de consultant. De mon point de vue, est presque 20%, 25% de ce qui fait le reste du métier de consultant. Il y a plus un thérapeute, un physicien, un sage, un arbitre, il faut le dire. Donc, d'apprendre à se questionner, à se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Un exemple récemment par un méthode plus récent. C'était un directeur de, je ne sais pas quoi, d'un atelier quelconque, enfin peu importe, qui me dit, monsieur, le problème c'est les employés, il y a une épidémie de mal de dos. Voilà. Ils ont tous mal au dos, et ils ont tous des arrêts de travail, presque, et le mal de dos, c'est impossible de distinguer qui simule et qui a vraiment mal au dos. Il n'y a aucun médecin qui peut le faire. Voilà. Ni radiologie, ni scan, ni échographie, ni rien. Un ouvrier qui fait ça et qui dit le médecin, il donne l'arrêt de travail. Alors ce directeur me dit comment distinguer ceux qui simulent de ceux qui ne simulent pas. Je suis désolé, mais on va le problème autrement. Posons-nous la question. Pourquoi cette situation de travail pousse les gens qui travaillent ici à vouloir simuler des maux de dos pour fuir ce lieu? Si on pose cette question, peut-être qu'on verrait les choses autrement. Ça va? Vous voyez ce que je veux dire? Poser les questions, se poser les bonnes questions, donc se remettre en question, moi je dis. Secrétaire consultant, en termes raisonnables et rationnels, disons, parce qu'il y a des consultés qui attendent de vous la Lune et le Soleil et Jupiter, et il y a des demandes de consultants, de consultés qui sont absolument hallucinantes. Donc là, moi en général, je ne lâche pas. Quand je vois que le consulté demande l'impossible, c'est pas la peine. Comme des excuses, et puis je n'ai pas le temps, je prie. Bon. Donc, voilà, un raisonnable et rationnel, on ne va pas demander l'impossible. Donc, secrétaire consultant, donc c'est une bonne et savante formulation des mots. Savante. Parce que vous êtes considéré comme le savant, le sage, celui qui connaît, celui qui connaît. Donc, il attend ça. Expertise pour indiquer les causes, les choses, problèmes, parce que lui, il peine dedans,
trouver les causes du problème. Et il va tout faire pour vous amener à considérer qu'il est en dehors des causes du problème. Alors il faut savoir jouer avec ça aussi. On attend de vous une expertise pour donner des solutions. Un expert qui donne pas de solution, évidemment, il ne sait pas grand-chose, mais les solutions toutes faites qui viennent de... C'est contre ça que je vous mets en garde, parce que j'ai beaucoup vu ça dans le monde du consulting, c'est d'arriver avec des kits, des packages tout faits. Des théories, je ne sais pas moi, comme celle de Eugene Flowers, qui disait attends, il y a pas de Rogers, etc. Faire attention, les kits, ce n'est pas des solutions. Les kits, c'est des outils comme des tournevis, dont il faut se servir pour les solutions. Alors, il y a un kit qui peut servir, il y en a un autre qui ne peut absolument pas servir. Mais attention, on a tendance à ça. Le consultant doit être capable constamment de faire sa propre analyse, son auto-analyse. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de formuler comme problème, comme solution, etc. Il n'y a pas quelque chose qui vient d'une forme de facilité, de reproduire des trucs que j'ai vus ailleurs. L'expertise pour l'application des solutions, bien entendu. L'expertise pour éviter ou prévenir les problèmes du futur. Ce n'est pas juste régler le problème pour lequel on vous a appelé, pour lequel on vous a contracté. Si, pour mettre en place des façons de faire, des façons d'être, des façons de collaborer, etc., qui éviteraient les problèmes. Et on attend aussi souvent des ultimes règles de l'art. Alors ça, je vois beaucoup ça dans les pays, disons, diamants, entre guillemets, là, et l'Afrique. Parce que 10 ans avec les Allemands, je travaillais surtout en Afrique. Bénin, Congo, Gabon, je sais plus, Gabon, Sénégal, etc. Mais première des choses qu'ils me demandaient, c'était quel est le dernier logiciel de telle sorte. On se calme, s'il vous plaît, doucement. Le software, on y arrivera plus tard. Hein.